Bonjour à tous, ici Thomas Moody et je vais vous parler de photographie. Aujourd'hui on va être dans mon cœur de métier entre guillemets, à savoir vous parler de livres photo. Alors pour la sélection des livres, j'ai un peu abandonné l'idée de faire des choses thématiques pour le moment, ça reviendra peut-être un jour tout ça. Je fais un peu au feeling, au coup de cœur, etc. Quand je vous demande régulièrement si vous avez des idées de vidéos pour les livres, c'est plus si jamais vous avez des envies, parce que ça me donne parfois des idées d'achat, de choses comme ça, de thèmes ou autres, mais j'ai très largement de quoi faire, et j'ai quasiment utilisé une méthode que m'a suggéré un abonné, qui est de mettre un bandeau sur les yeux, de prendre 3 bouquins au pif dans la bibliothèque, et de vous présenter ça. C'est plus ou moins ça. En vrai, c'est plutôt mes derniers achats, mais c'est quand même plus ou moins ça. Donc aujourd'hui, on va avoir une sélection sympa de 3 livres. On va voir un livre de photographie en noir et blanc d'un photographe que j'aime beaucoup, qui a une grosse influence pour moi, même si ça se voit pas du tout dans ce que je fais. Un photographe sud-africain qui a travaillé sur le portrait de 2 façons différentes. Donc là, je vais vous présenter 2 livres parce que je trouve ça plutôt cool. Et le dernier cas, c'est une petite surprise. On regardera ça directement ensemble. Restez jusqu'à la fin, abonnez-vous, pensez à mettre la cloche. Le premier livre dont on va parler, c'est celui-ci. Il est immense, il prend quasiment toute la place du cadre. C'est Ambiance urbaine de Gabriele Basilico. Le titre est en italien parce que c'est un livre édité en italien et en anglais. Donc pourquoi je vous en parle? Déjà parce que c'est un livre qui est difficilement trouvable en France. Gabriele Basilico, comme son nom l'indique, est italien. C'est une grosse influence pour moi parce que j'aime beaucoup son travail, notamment ce qu'il a fait pour la data et sa photographie du tréport que je vous affiche à l'écran. C'est quand il a fait cette image qu'il a dit qu'il avait compris pourquoi il faisait de la photographie. C'est une image avec de beaux noirs et blancs. Enfin, il a vraiment un sens de la photographie urbaine que j'aime beaucoup, de nuances de gris, avec un côté toujours intemporel, très bien composé, très propre. Enfin, c'est une photographie qui est très élégante. Donc Gabriele Basilico, j'aime beaucoup son travail. Et comme j'ai été en Italie cet été, dans le cadre d'un petit road trip, je suis passé par là, je suis tombé dessus, forcément des éditions italiennes qu'on trouve pas chez nous, et comme je parle absolument pas italien, je suis tombé sur une édition d'un travail à lui des années 70-80, où il travaille évidemment sur l'environnement urbain, et qui était aussi en anglais, je peux comprendre, pouvoir vous le présenter. Mais le plus simple, vous connaissez la phrase, c'est de voir ça ensemble directement, on y va. Nous allons donc découvrir un projet fondamental pour comprendre l'œuvre de Gabriele Basilico. Ce projet s'appelle Ambiente Urbano 1970-1980. Oui, je ne vous le lis pas en italien. Ce travail, réalisé dans les années 70 à Milan, précède son célèbre projet Ristratti di Fabrice et explore les quartiers périphériques de la ville, bien loin des monuments historiques emblématiques. Avec son approche rigoureuse et documentaire, Gabriele Basilico capture l'essence d'une ville en plein bouleversement. À travers ses clichés en noir et blanc, il documente la croissance de l'urbanisme populaire, des grands ensembles résidentiels, des sites industriels, témoignant du processus de désindustrialisation qui marquait alors Milan. Ces photographies, parfois austères, souvent poignantes, nous montrent des enfants jouant dans les rues, des ouvriers au travail et ces architectures imposantes qui, petit à petit, s'effacent pour laisser place à une nouvelle ère. Chaque image est une pièce d'un puzzle, un fragment d'un mouvement urbain plus vaste où le passé, le présent et le futur se superposent. Comme l'a écrit Corrado Benigni, Ambiente Urbano est un projet essentiel pour comprendre l'ensemble de l'œuvre de Basilico. En documentant la croissance des logements sociaux, en capturant la vie quotidienne des familles, des travailleurs, Basilico trouve le terrain idéal pour étudier et décrypter le sens de la ville, qui devient un théâtre bien plus vaste que ce qu'une seule image peut représenter. En feuilletant ce volume, nous parcourons des paysages urbains figés dans le temps, des scènes qui nous invitent non seulement à contempler l'histoire dont elles sont issues, mais aussi à imaginer l'avenir qui les attend. Chaque page dévoile une nouvelle facette de Milan, une ville complexe et stratifiée en perpétuelle transformation. Les photographies se succèdent, révélant des immeubles, des rues désertes, des espaces interstitiels, des zones industrielles abandonnées. Ces images, bien que silencieuses, racontent une histoire puissante, celle de la relation entre l'homme et l'espace bâti, une relation qui a fasciné Basilico durant près de 40 ans. Ce volume, bilingue en italien et en anglais, est publié par Electa et rassemble plus de 100 photographies, dont certaines inédites. C'est accompagné d'un texte de Corrado Benigni et de Fulvo Iras dont je vous ai parlé. Il permet de se plonger dans l'univers d'un photographe qui a su, comme peu d'autres, capter la transformation urbaine et la rendre palpable à travers son objectif. Les deuxième et troisième livres, alors j'ai dit photographe sud-africain, il y en a peut-être certains parmi vous qui auront deviné qu'on parlait de Pieter Hugo, alors pas Peter, Pieter Hugo c'est important, et pour une fois je sais prononcer son nom. On va parler de 2 livres de Pieter Hugo, le premier c'est 1994, alors il y a une feuille de PQ dessus comme ça, rose, un peu genre air d'autoroute sur le livre, je pensais que c'était juste une protection de quand moi je l'ai acheté, que c'était pas vraiment vendu avec, donc j'ai hésité à la balancer, et en fait non, ça
c'est vraiment vendu comme ça, donc je le garde, mais je trouve ça hyper chiant parce que ça glisse dans les doigts, c'est moche, ça rajoute rien. Mais bref, pour le coup, je suis pas fan de ce truc-là, mais les images dedans sont très très bien. Et pourquoi on va parler de 2 livres? Parce que ce livre de Pieter Hugo, je vous fais la leçon, je suis un des premiers à me tromper. Ce livre de Pieter Hugo, c'est un des premiers qu'il a fait, c'est un de ses premiers travaux de portrait, qui est très chouette déjà, il avait bon niveau évidemment. Et on a aussi celui-là qui est toujours énorme, hein, ça va être le thème du jour, les livres gigantesques, qui s'appelle La Cucaracha. Et maintenant vous avez la chanson dans la tête. Qui est aussi un livre, alors pas que de portraits, mais il y en a beaucoup, et je trouve ça intéressant de voir un peu comment il a évolué, de voir un peu les différences entre ces 2 livres. Puis c'est aussi une très belle pièce avec une belle couverture en cuir, lettrage doré, etc. Et vous le voyez, une tranche dorée. Donc c'est assez chouette de l'avoir, c'est cool de voir les 2 ensemble, et puis ça change un petit peu. Je propose de regarder ça. Plongeons désormais dans l'univers photographique de Pieter Hugo à travers 2 de ses œuvres majeures, 1994 et La Cucaracha. Ces 2 livres, bien que séparés par plusieurs années et des continents différents, dévoilent une cohérence profonde dans la démarche de l'artiste, tout en abordant des thèmes aussi complexes que la mémoire collective, la mort et l'identité. Commençons par 1994. Commencée entre le Rwanda et l'Afrique du Sud, 1994 est une série poignante qui explore une année charnière de l'histoire de l'Afrique. En 1994, l'Afrique du Sud voit la fin de l'apartheid et l'élection de Nelson Mandela, tandis que le Rwanda subit les atrocités du génocide. À travers ses portraits d'enfants, Hugo interroge la manière dont ces événements historiques, tragiques et libérateurs à la fois, résonnent dans les jeunes générations. Ces enfants, qui ne portent pas le poids direct de l'histoire de leurs parents, évoluent dans un monde façonné par les récits de libération parfois idéalisés. Hugo capture cette dualité. D'un côté la fraîcheur et l'innocence enfantine, de l'autre, les ombres persistantes du passé. Ces portraits, dépourvus de tout artifice et sans légende explicative, nous confrontent à une pureté dérangeante. Les enfants sont souvent photographiés dans des paysages ruraux, semblent à la fois enracinés dans la terre et les histoires qu'elle porte, mais aussi libres des chaînes de la mémoire collective. Le contraste entre le paysage idyllique et leur histoire chargée de violence est palpable dans chaque image. En capturant ces moments, Hugo rappelle que la beauté et l'horreur coexistent, souvent dans un même espace, une réflexion poignante sur la condition humaine et la résilience. Avec La Cucaracha, Pieter Hugo nous emmène au Mexique où il a passé 2 ans à explorer les intersections de la mort, du sexe et de l'ordinaire. Le titre, tiré d'une chanson populaire mexicaine, incarne l'esprit de cette œuvre, un mélange de banalité et d'exotisme, d'humour noir et de tragédie. Ici, Hugo s'immerge dans une culture où la mort occupe une place bien plus visible et acceptée dans la vie quotidienne que dans la plupart des sociétés occidentales. Dès les premières pages, le ton est donné. Une tête décapitée, fausse mais symbolique, pose les bases d'un dialogue sur la mortalité omniprésente dans la société mexicaine. À travers des portraits minutieusement composés, Hugo capte des scènes de vie où la frontière entre le trivial et l'extraordinaire devient floue. Dans ces images, les corps sont omniprésents, parfois nus, marqués par la vie, mais toujours dignes. Prostituées, nains coiffés de sombreros, mux, un 3e genre dans la culture zapotèque, chaque portrait est une exploration d'humanité, sans jugement ni condescendance. Hugo photographie avec une distance respectueuse, capturant les regards francs de ses sujets, qui semblent à la fois vulnérables et puissants. La Cucaracha est un voyage visuel à travers les contrastes du Mexique. Violence et communauté, décadence et érotisme, joie et tragédie. Le photographe sud-africain parvient à saisir l'essence de cette société complexe tout en restant fidèle à son style documentaire, où chaque image est soigneusement construite. Bien que 1994 et La Cucaracha aient été réalisés dans des contextes géographiques et temporels différents, ils partagent une même sensibilité envers la vie et la mort, 2 thèmes centraux dans l'œuvre de Pieter Hugo. Dans 1994, la mort est une présence silencieuse, une ombre qui plane sur les enfants, rwandais et sud-africains, héritiers malgré eux d'une histoire marquée par la violence. Les portraits d'enfants, à la fois innocents et chargés de mémoire, témoignent d'une tension entre passé et futur. Dans La Cucaracha, la mort est au contraire omniprésente, presque confrontée avec nonchalance. L'énergie viscérale du Mexique, comme le décrit Hugo, imprègne chaque image. Ici, la mort n'est pas une ombre lointaine, mais une réalité quotidienne, acceptée et intégrée dans la culture. Pourtant, dans les 2 œuvres, Hugo parvient à rendre la mort tangible, sans tomber dans le sensationnalisme ou l'exploitation visuelle. De plus, les 2 ouvrages explorent la relation entre le photographe et ses sujets. Dans 1994, la dynamique est subtile, presque effacée, car les enfants capturés semblent souvent inconscients de la caméra. En revanche, dans La Cucaracha, l'interaction est plus directe. Les sujets posent de manière assumée, créant un dialogue visuel plus ouvert avec le spectateur.
Enfin, que ce soit en Afrique ou au Mexique, Hugo explore le rapport à l'identité. Dans 1994, il s'agit de la mémoire et des récits historiques qui façonnent les enfants de ce pays. Dans La Cucaracha, c'est la culture mexicaine, avec ses excès et ses contradictions, qui devient le miroir des préoccupations humaines universelles. 1994 et La Cucaracha sont deux œuvres complémentaires qui, chacune à leur manière, nous invitent à réfléchir sur le rôle de l'histoire, de la culture et de la mort dans la construction de l'identité humaine. Victor Hugo est un véritable observateur du monde, et il nous offre à travers ces deux livres des visions à la fois intimes et universelles. Et le dernier livre, il est ici. Alors j'avais dit petite surprise parce qu'il y a des choses marrantes dessus. Alors déjà, vous le verrez peut-être à l'écran, je sais pas. Il y a des petits points qui sont imprimés dessus sur la couverture, comme si il avait été percé avec un truc de métro. C'est rigolo, c'est anecdotique, mais j'aime bien les petits détails comme ça sur la forme. Il y a un double jeu de mots sur le titre, il s'appelle 36 vues, comme la collection dont je vous avais déjà parlé, et surtout comme les 36 vues du Mont Fuji. Donc c'est une blague, ce livre. Donc il s'appelle 36 vues, il est de Fyodor Telkov. J'ai regardé sur la tranche parce que j'avais peur d'écorcher son nom. Et en fait, il a photographié 36 vues d'une ville minière où il a vécu. On va regarder ça ensemble. Et il y a un clin d'œil très fort au travail de Hiro Sige, si je le dis correctement. Et bref, je trouve ça marrant. C'est un livre qui est peu commun, donc je l'ai acheté à la librairie du Tripostal. La librairie du Tripostal à Lille, que j'adore, qui a souvent des très très bons livres de photographie à des prix très chouettes et très intéressants. Donc j'ai fait cette petite acquisition cet été. Je me suis dit, un livre pas très connu, un peu original, qui fait des clins d'œil à l'histoire de l'art japonais. Autant se faire plaisir et vous le montrer. Et justement, regardons ça. Dans son livre 36 View, Fyodor Telkov nous transporte à Dektiarsk, une petite ville minière de la région de Sverdlovsk en Russie. J'espère que je n'aurai plus d'autres noms à massacrer dans cette présentation. Inspiré des célèbres 36 vues du mont Fuji de Hokusai, Telkov reprend cette idée d'un élément récurrent du paysage pour illustrer le désastre environnemental et économique de sa ville natale. Mais ici, au lieu de la majestueuse montagne japonaise, ce sont deux immenses montagnes de déchets de cuivre, héritage de l'exploitation minière, qui dominent le paysage. Ces montagnes de gravats, vestiges d'une époque de prospérité, sont omniprésentes dans la vie des habitants. Comme Telkov l'explique, la première fois que je suis allé à Dektiarsk, en 2012, j'ai été fasciné par le spectacle. Une énorme lame jaune au milieu des arbres verts. Après plusieurs visites, l'idée du projet a commencé à se cristalliser. J'ai réalisé que ces montagnes magiques étaient pour moi ce que le mont Fuji était à Hokusai. Les photos de Telkov capturent ces montagnes sous différents angles et à différentes saisons, tout en y intégrant des scènes de la vie quotidienne. On y voit des enfants jouer dans la neige, au pied de ces masses imposantes, des défilés militaires et des habitants vaquant à leurs occupations dans l'ombre de ces montagnes toxiques. Ces montagnes, bien qu'elles continuent de libérer des radiations et de polluer les sols, sont devenues une partie intégrante du quotidien des habitants, un symbole de leur passé industriel et de la prospérité perdue. Telkov souligne cette ambivalence. Pour la plupart des gens de la ville, elle rappelle une prospérité passée. Ils ont travaillé dans ces mines, ou leurs parents l'ont fait. Elle leur donne donc un sentiment de nostalgie. Pour les enfants, elles sont un terrain de jeu. Pour d'autres, un terrain visuel. Mais derrière cette nostalgie se cache une réalité sombre, la pollution, qui continue de contaminer l'eau et les sols, et les problèmes de santé qui affligent encore les anciens mineurs. Dans certaines images, Telkov juxtapose la beauté naturelle des paysages avec des détails plus sombres. Des carcasses de voitures abandonnées, des déchets plastiques flottant dans l'eau stagnante, des cheminées crachant la fumée. Ces détails viennent rappeler que, sous la surface, ces montagnes sont loin d'être inoffensives. La production du livre, par les Ediciones Anomalas, est exceptionnelle. Le papier, les noirs profonds et la qualité d'impression rendent hommage à l'esthétique japonaise tout en conservant une forte identité russe. Le livre de 88 pages présente 39 reproductions noir et blanc, accompagnées d'un texte introductif de l'artiste. Le résultat est un ouvrage contemplatif et mélancolique, où chaque image est imprégnée de l'histoire de cette ville en déclin. Telkov a réussi à transformer ces montagnes toxiques en un symbole visuel fort. Comme le mont Fuji est sacré pour les Japonais, ces montagnes de gravats sont devenues un repère pour les habitants de Dektiarsk, à la fois source de fierté et de souffrance. Ce projet, lauréat du premier prix Photocanal, met en lumière l'impact durable de l'industrialisation sur les communautés locales et leurs paysages. Pour les photographes qui me suivent sur cette chaîne, ce projet est une source d'inspiration. Telkov a su réutiliser des éléments visuels récurrents, comme l'avait par exemple fait Joel Meyerowitz avec Empire State of Mind pour créer une série cohérente et puissante. Cette approche, qui consiste à intégrer un symbole du paysage dans chaque image, permet non seulement de raconter une histoire locale, mais aussi de donner à ce symbole une portée universelle. Cela montre à quel point un simple élément du décor peut devenir un vecteur fort de narration visuelle.
Eh bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Souvent, les vidéos que je fais sur les livres comme ça, elles font un peu moins de vues que les autres, que les sujets plus, alors polémiques évidemment, matériel, tout ça, ou des choses plus réflexif sur la photographie en général. Alors j'ai remarqué qu'elle faisait moins de vues, mais aussi que vous les aimiez beaucoup. En général, les gens qui regardent ces vidéos, les commentaires sont très positifs, on m'encourage à en faire plein, etc. Moi, ça m'arrange parce que c'est des vidéos qui sont les plus simples à faire pour moi. J'ai les livres, je les connais, enfin vraiment à écrire, tout ça, à monter. C'est assez facile d'assembler tout ça, parce que vous les voyez, les présentations sont en voix off, donc je peux vraiment faire ça tranquillement. Ça me plaît pas mal. Donc n'hésitez pas à les partager, parce que je trouve que ça peut faire découvrir plein de choses de photographes autour de vous, des livres qui sont pas forcément accessibles. Moi, je vais continuer à en faire un peu de temps en temps, toujours avec une grande joie parce que j'aime bien partager ces bouquins-là, et avec un petit pincement au cœur parce que je sais que ça fera pas 35 000 vues comme une vidéo débile sur le X100V que j'ai pu torcher en 2 heures, mais c'est le jeu de la vie. Si vous aimez cette vidéo, quoi qu'il en soit, laissez un petit pouce bleu, pensez à la liker, vous abonner, tout ça, comme vous le comprenez, ça aide beaucoup la chaîne et ça aide beaucoup ce genre de format à se diffuser un petit peu. Si vous avez des idées ou des envies, je n'en manque pas, mais n'hésitez pas, ça m'en donne des fois aussi. Moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, je sais pas quand c'est, dans 15 jours, je crois, normalement, sauf si c'est Julia, peut-être. On verra d'ici là. Prenez soin de vous, prenez plein de photos, lisez des bouquins, et à la prochaine. Salut!